L'un a le format presque d'un moustique, l'autre c'est pas exactement le cas. Donc je suis ravi parce que nous réunissons aujourd'hui deux sages, deux sommités de l'environnement. Ils ont presque 160 ans et 168 kilos à eux deux. Bonjour Jean-Marie Pell, ça c'est du lancement. Hein. Bonjour Denis, bonjour à tous. Et bonjour cher Pierre Rabhi. Bonjour Denis. Alors c'est pas dans votre livre dont on va parler, mais vous militez pour une chose très importante, surtout quand on vous voit tous les deux avec Jean-Marie l'un à côté de l'autre, sur les prix des billets d'avion. Moi, j'estime que ça serait beaucoup plus juste de payer au poids qu'à la personne, c'est tout. Eh oui, parce que Je suis tout le temps perdant, moi. Et c'est Avec ça. mes 50 kilos, je suis tout le temps perdant. Voilà. C'est une pierre dans mon jardin. Mais Pierre a l'habitude parce que, Écoute, c'est parce que l'équité. d'abord il s'appelle Pierre et ensuite L'équité. son jardin était très pierreux quand il s'en est C'est occupé vrai. Ah oui. au sud de l'Ardèche Oui, et oui. maintenant il est impec Voilà. parce qu'il a bénéficié de l'esprit de coopération Oui. de Pierre avec la nature. Et il s'est dit qu'en remettant de l'humus, des matières organiques, Voilà. eh bien, même un sol qui était pauvre du côté de la Blachère pouvait être fertile. Alors justement, cet ouvrage sort et s'appelle Le monde a-t-il un sens ? Vous l'avez signé tous les deux, Jean-Marie et Pierre Rabhi aux éditions Fayard. Et Jean-Marie, j'ai presque envie de dire que dans cet ouvrage, il y a du darwinisme qui est mal digéré et ça vous ennuie depuis déjà un certain temps. Alors un mot qui est un peu barbare, qui est le mot d'associativité, alors qui est un terme plutôt mathématique, mais qu'est-ce que c'est l'associativité ? C'est un mot qui m'est venu à l'esprit à propos d'un de mes bouquins qui s'appelait L'évolution vue par un botaniste, Oui. où j'avais parlé abondamment d'additivité. Mais l'idée, c'est la suivante. Des entités simples s'associent entre elles pour donner des entités plus complexes. Alors jusque-là, ça paraît complètement évident, mais avec émergence de propriétés nouvelles. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a une création de nouvelles propriétés quand on passe au complexe. Et donc vous avez commencé à partir du Big Bang, hein, vous avez Oui. remonté le fleuve jusqu'à sa source, vous êtes parti sur le bal des particules, où les particules élémentaires s'associent pour former les atomes, la vie des étoiles aussi, où les atomes se multiplient par associativité. Oui, parce que ce principe s'applique à toutes les étapes successives. Il est déjà présent pendant le premier milliardième, 2 milliardième de seconde. C'est court, ça. Après le Big Bang, où les fameux bosons de Higgs, Oui. Higgs, ça s'écrit H-I-2-G-S, c'est un monsieur, s'associent avec les quarks. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que les quarks prennent tout d'un coup de la masse. Et que par conséquent, comme il y a de la masse, la gravitation universelle de Newton pourra s'appliquer à tout l'univers. Et ça se passe tout au début. C'est un apport de la science la plus contemporaine, puisque ce boson de Higgs était un concept qu'avaient découvert par les maths, comme c'est souvent le cas, les théoriciens. Et on disait, on ne trouve pas ce boson. Mais si on ne trouve pas le boson, tout notre échafaudage sur Oui, intellectuel, bien sûr, l'histoire des scientifique. particules s'écroule. Et donc, on l'a découvert il y a 2 ans. Donc, j'ai pris ce point de départ parce que c'était, premièrement, dans une grande actualité, et deuxièmement, c'était très précoce dans l'histoire du Big Bang. Parlez-nous aussi quand même dans le monde végétal de ce qu'on appelle les symbioses. Là aussi, on va retrouver ce principe d'associativité. Et Et un comment- exemple de symbiose, c'est le lichen. Le lichen, c'est le prototype de la symbiose, parce que c'est une algue et un champignon qui ne peuvent pas vivre séparément, mais qui ne peuvent vivre qu'ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont marqués par leur amour mutuel, entre guillemets, le mot amour. Et puis alors, il y a la très belle symbiose des mycorhizes. C'est les petits champignons microscopiques qui entrent en connivence avec les racines et ils vont chercher les phosphates dans le sol, lesquels phosphates sont nécessaires pour fabriquer l'ADN de la plante. Et ils donnent donc du phosphate et de l'eau aussi à la plante. Et la plante, avec ces éléments, fait la photosynthèse, et cette photosynthèse lui permet de donner des sucres aux champignons. Parce que le champignon n'a pas de chlorophylle, il est dans le sol, dans l'obscurité, et ne peut pas faire la photosynthèse. Et donc ça donne ceci, une symbiose magnifique, c'est que les petits champignons offrent de l'eau minérale à la plante, et la plante leur rend du sirop. Et c'est comme ça qu'ils s'internourrissent mutuellement les uns les autres. Alors dans cet ouvrage, en fait, Le monde a-t-il un sens ? Là, vous êtes parti de différentes réalités scientifiques que l'on connaît
pour nous rappeler, peut-être nous démontrer que l'associativité, on va dire aussi la coopération, le mutualisme, sont plus importants peut-être que les guerres. Et ce que l'on nous présente, je dirais, à longueur de journée. Quand je parlais de darwinisme mal digéré, c'est aussi peut-être un de vos petits combats personnels. C'est-à-dire qu'on a fait dire aussi des choses que n'avait pas dites Darwin. En fait, Darwin, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. Existe déjà à son époque le marxisme qui voit dans la lutte des classes l'expression dans la société des luttes dans la nature, notamment la loi de la jungle. Et en fait, s'il y a de la nature, c'est parce que tout le système est régulé par une réduction de l'agressivité. Nous montrons que la coopération, que l'alliance, que la sympathie mutuelle, dans le premier sens du mot sympathie, sont puissamment déterminants pour l'évolution de l'univers. Chaque année, l'industrie mondiale de la pêche prélève environ 80 millions de tonnes de poissons et de fruits de mer dans les océans du globe. Et la demande ne cesse de croître. Depuis les années 60, notre consommation a presque doublé. Nous pêchons en des eaux toujours plus profondes, en des quantités toujours plus grandes, pour assouvir notre appétit de poisson. Nous importons des produits du monde entier, notamment d'Afrique, en des quantités telles que, bien souvent, il reste à peine de quoi survivre aux populations locales. En Asie, une industrie a vu le jour qui réduit ses ouvriers à l'esclavage dans le seul but de rendre le poisson toujours moins cher. Et cela alors que les mers et les océans sont depuis longtemps surexploités. En certains endroits, les limites ont déjà été franchies. Au-delà du milieu marin, c'est toute une partie de l'écosystème planétaire que nous détruisons. Pierre Rabhi, aujourd'hui, on se rend bien compte que quand même dans la société, tout le monde est en lutte contre tout le monde. Il y a donc cette fameuse mondialisation. Peut-être de votre part, Pierre, une définition, vous, de la mondialisation aujourd'hui? On l'appelle guerre et c'est une réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une métaphore quand on parle d'une mondialisation qui est en fait la compétition entre les êtres humains répartis sur la même planète, qui, au lieu justement de coopérer, rentre en dualité, en compétition. À partir de ce moment-là, on rentre dans un principe qui ne peut aboutir qu'à l'anéantissement, parce que ça n'a aucun avenir. C'est relié aussi, si on veut prendre d'une façon antérieure. Moi, ça m'a toujours frappé de voir que cette planète Terre, qui est absolument une merveille, comment se fait-il que nous ne l'ayons pas vue comme une magnifique oasis dans un immense désert sidéral et astral ? Et on l'a vu plutôt comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, et donc sacrifier entièrement, c'est-à-dire sacrifier à l'esprit du lucre. Si des extraterrestres nous observaient, ils verraient d'abord qu'on a complètement fragmenté notre planète en nations. Chaque nation est circonscrite dans son territoire. La préoccupation globale de l'humanité, c'est en fait la défensive qui met à la disposition du mal, on peut dire ça, l'esprit humain, c'est-à-dire l'inventivité humaine, qui culmine évidemment avec cette symbolique extraordinaire de ce qu'on pourrait appeler l'outil de l'apocalypse, qui est la bombe atomique. L'être humain crée sa propre apocalypse. Moi, je dirais que c'est presque dans le flux de cette vanité de l'homme qui veut dominer la nature, qui veut, etc., qui aboutit à ça. L'autre élément, à mon avis, d'une dualité absolument majeure et qui est responsable justement du déséquilibre planétaire, c'est le féminin-masculin. C'est-à-dire la subordination universelle de la femme est une énorme erreur. C'est le masculin qui a pris le dessus. On retrouve ça évidemment dans toutes les traditions. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une déesse ? Et il y a un dieu masculin, le dieu est masculin. Et puis en plus, on accuse cette pauvre Ève d'avoir bouffé la pomme. C'est à partir de là qu'on a tous les ennuis possibles et imaginables. Mais c'était pas à cause des pesticides sur la pomme. Non, elle est issue seulement de la côte d'Adam, donc vraiment on peut dire qu'elle est subordonnée, etc. Mais tout ça, ça paraît humoristique, mais ça a des effets extrêmement profonds dans la psyché collective. Et on part de là. Tout cela mis bout à bout, ça met l'humanité dans une dualité qui est avant tout psychique, par la peur, par la domination, mais qui s'exprime et qui s'incarne dans le mode d'organisation du vivre ensemble. Et le mode d'organisation du vivre ensemble nécessiterait qu'on enlève les frontières et qu'on dise « mais nous sommes une seule et même espèce ». Mais aujourd'hui, je crois qu'on arrive à une phase
où il faut transcender nos appartenances. Parce que sinon, moi qui suis d'origine musulmane, je suis plutôt d'une civilisation dite traditionnelle, mais dans le terme de tradition, ça veut dire plutôt archaïsme par rapport à la modernité. Nous étions des attardés, les paysans sont des attardés de l'histoire aussi, les pauvres gens enlisés dans leur glèbe depuis les origines, ils s'en sortent pas. Mais sauf que quand il y a pénurie alimentaire, on se souvient qu'on a un cousin à la campagne, parce que ce cousin à la campagne, c'est lui qui détient la vie, etc. Mais d'ailleurs, c'est ce que Dans vous un dites. magma de Vous ne choses souhaitez pas, compliquées. si vous voulez, une pénurie alimentaire, mais enfin, vous dites que si ça devait arriver, il y a quand même des réalités. La pénurie alimentaire permettrait de sortir de cette étrange illusion dans laquelle nous sommes. Nous sommes absolument dans une forme d'illusion où nous avons une humanité concentrée dans des mégapoles, plus en plus, donc avec tout ce que ça implique comme anonymat, comme grouillement anonyme, grouillement indifférent, avec les peurs que ça génère, avec les préjugés que ça génère. La ville est un espèce d'alambic qui génère tout cela. La terre fertile, elle disparaît actuellement sous les supermarchés qui nous font croire qu'en s'appelant Auchan, ils remplacent l'agriculture. Vous voyez, Oui, on a même réinstauré en quelque sorte le néolithique, c'est-à-dire l'homme cueilleur. On a produit des quantités de pousseurs de caddies qui en fait vaguent dans les allées et cueillent. C'est une nouvelle cueillette. Oui, c'est vrai, c'est une nouvelle cueillette. À ce moment, bien vu. Et on ne sait pas d'où ça vient, de ce que je cueille sur les étagères est très jouissif, parce que ça me donne une puissance de la possession des choses. C'est merveilleux. Sauf que je ne sais pas d'où ça vient, il y a une anonymat total par rapport à la provenance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la traçabilité des choses n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a créé un être humain qui doit produire et consommer. Et son rôle majeur est de produire et de consommer, parce que c'est grâce à ça qui, semblable à une sorte d'écureuil particulier, fait tourner le système. Pourtant, on ne va pas manger du pain des villes, on mangera toujours du pain de campagne, Jean-Marie. Oui. Donc il y a ce fameux lien aussi, et ça a été votre œuvre, je dirais, pendant toutes vos années, d'essayer de relier l'homme à la nature, en n'oubliant pas évidemment qu'on en fait partie. On le dit, on le répète depuis des années, cette affaire-là. On voit quand même des choses évoluer. Oui, même les urbains dont Pierre vient de parler rêvent d'un petit jardin ou de faire un petit jardin sur leur balcon. Ça, c'est nouveau. C'est une prise en possession d'un petit morceau de nature. Mais ils ne voient pas la nature du tout. Hier, par exemple, je circulais dans Metz et j'ai été très frappé de voir les pissenlits sur les espaces divers proliférer d'une manière extraordinaire. Et cette année, il y a des pissenlits partout. Et je me suis dit, je suis le seul parmi les 250 000 habitants de l'agglomération messine à remarquer qu'il y a des pissenlits partout. Oh, vous êtes 4 quand même. Oui, 4, oui. D'accord. mais c'est vrai, on a plus ce regard. Moi, je l'ai conservé, ce regard, depuis mon grand-père qui m'a élevé dans un jardin, puis la ferme dans laquelle j'ai été élevé pendant la guerre. Et quand, Pierre, tu dis que si ça allait mal, on aurait besoin de nouveau d'aller dans la ferme, j'ai été très prudent parce que j'habite à côté d'une ferme. Et nous recevons naturellement les œufs, les lapins, les poules de la ferme. Mais il y a un mais. C'est que la ferme, il faudrait qu'elle fonctionne, si ça allait très mal, sans carburant pour les tracteurs. Et oui. Et puis sans engrais. Et puis sans pesticides. Et la terre est fatiguée, enfin tu le sais mieux que moi. Et sans engrais, il faut tout reprendre par le début comme tu as fait. Donc ça poserait un problème énorme. Donc on n'est pas conscient de l'extrême fragilité de la société dans laquelle on vit, qui est très fragile, qui peut déboucher sur des crises alimentaires, même pour les pays riches. Alors qu'est-ce que c'est sur les pays pauvres s'il y a un réchauffement climatique, etc., dans les pays du Sud? Ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Alors c'est catastrophique, évidemment. Ah bah non, c'est pas fini. Non, vraiment. Pelle Thérabie, c'est tout au long de cette émission, donc en direct sur France Inter, CO2 Mon Amour. Et voici Francis Cabrel. Vous n'oubliez pas, vous avez le site à votre disposition, franceinter.fr, pour discuter aussi entre vous si vous le souhaitez.
Assis sur le rebord du monde, choisi par Thierry Dupin, très finement et très justement, notre programmateur, c'était donc Francis Cabrel. Donc franceinter.fr, je vous l'ai dit, CO2 mon amour. Si vous souhaitez aussi déposer des messages, ça c'est autre chose, mais enfin en général pour vos manifestations que vous lancez, etc. 01 56 40 40 35. 01 56 40 40 35. Alors nous revenons évidemment avec vous, Jean-Marie et Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est vrai qu'on vous a connu avec l'agroécologie. Vous étiez venu en parler il y a déjà une vingtaine d'années dans CO2 Mon Amour, au balbutiement de tout cela. Et avec ce type de travail du sol, donc qui fertilise les terres pauvres, donc cette agroécologie. Et je dirais que c'est l'exemple type en fait de la réhabilitation, de l'associativité, de la coopération. Absolument, je veux dire, je ne sais pas si on peut appeler le pétrolitique, est-ce que ça peut se dire le C'est pas mal. pétrolitique, Allez-y, C'est une belle expression. inventez-le. Tu peux la lancer. L'ère du pétrolitique. Aujourd'hui, Voilà. c'est l'ère du pétrolitique, Oui, parce que oui. tout tient à ça, absolument à Oui, ça. oui. Je veux dire, les pays dits avancés, mais à mon avis vers le précipice, sont absolument subordonnés à ce carburant sans lequel il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de, comme tu disais, plus d'agriculture, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je veux dire, tout l'effondrement. C'est l'énergie pas chère qui a construit nos sociétés. L'électricité, on ajoute à cela l'électricité et la communication. Et puis ces trois éléments sont en quelque sorte les piliers sur lesquels s'est fondé aujourd'hui ce qu'on appelle la modernité. Alors Mais évidemment, aussi les transgressions de la vie. La conséquence, c'est ça. la transgression énorme, Ouais. considérable. C'est-à-dire que il faudrait un jour faire l'inventaire des terres meurtries, des terres dénaturées, polluées. Quand on circule et qu'on voit à perte de vue des champs, il faut savoir que tous ces champs, d'abord, il y a eu destruction de la diversité, c'est-à-dire l'agencement et l'organisation de l'espace cultivé devrait être sur là justement la biodiversité. On a supprimé les haies pour que le tracteur soit à l'aise, etc., etc. Et donc l'aménagement même de l'espace agricole est un aménagement qui est dans une transgression majeure, dans le sens où il est en train carrément de faire de la terre une sorte de substrat dans lequel il faut mettre des substances chimiques pour que ça pousse. Et la terre, si vous amenez la terre telle qu'elle est à un laboratoire pour analyser ce qu'elle est, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de micro-organismes, il n'y a plus de vers de terre, il y a plus de... Tout ça a disparu parce que c'est un meurtre organisé. Alors je ne critique absolument pas et je ne m'en prends pas. Il ne faut pas que les agriculteurs se sentent agressés par moi. Je ne sais pas du tout dans mon intention. Mon intention est quand même de protester vigoureusement contre ce mode d'assassinat graduel, disons, d'un principe auquel nous devons absolument notre propre survie. Il y a un système d'un côté et puis des gens qui tentent de nourrir le monde Absolument. avec les contradictions qu'on a tous derrière. Si vous ajoutez à cela l'eau qui est quand même dénaturée, il y a une chose extrêmement grave aujourd'hui dont on n'a pas conscience, c'est la perte des semences transmissibles. 60% des semences que l'humanité depuis 10 à 12 000 ans a collectées dans la nature avec l'esprit de Jean-Marie, son esprit fouineur dans la réalité vivante, eh bien, on a collecté ces végétaux, on a domestiqué aussi des animaux. Savoir qu'aujourd'hui, 60% de ce patrimoine collectif de l'humanité qui s'est échangé sur l'ensemble de la planète, où les semences ont circulé, le maïs, Jean-Marie en dirait plus que moi sur la migration en quelque sorte de végétaux comestibles qui ont été destinés à notre survie. Quand vous savez que 60% ont disparu, c'est terrible, terrifiant. Il y a ça. Quand le paysan n'existe plus, il n'y a plus que de l'exploitant agricole, voire de l'industriel de la terre. Et quand vous mettez bout à bout tous ces éléments-là, désertification des campagnes avec concentration des villes, il est certain que le scénario, je ne vois pas comment ce scénario peut être positif, même, je dirais maintenant, à moyen terme et en fortiori à long terme. Le soja transgénique gagne du terrain sur le marché mondial. Aujourd'hui, les champs de soja sud-américains occupent une superficie équivalente à celle de toute l'Union européenne.
On voit ici le nombre de positions ouvertes sur le soja, soit quelques 226 000 contrats. Cela signifie que le marché est très acheteur de contrats sur le soja. En d'autres termes, il y a une énorme demande des investisseurs dans une optique essentiellement spéculative. Les compagnies d'assurance, les fonds de pension et les investisseurs privés tirent profit de ces actions du soja et de la terre. Si on ne résiste pas à ce système, à cette politique de production, on est fichu. Pour de bon. On sera la dernière génération de petits producteurs. Ma famille et moi. La toute dernière. Après, il faudra lire des revues ou des livres pour savoir à quoi ressemblait l'agriculture à notre époque. Comme aujourd'hui, quand on lit des choses sur l'âge de pierre ou sur Jésus. Ça fera partie de l'histoire. Le travail des petits producteurs et leur disparition. Alors les racines, on va dire, du problème. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près une centaine d'individus sur la Terre qui détiennent l'équivalent de ce que gagnent 3,5 milliards d'individus sur Terre. On sait qu'aujourd'hui, on a entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars qui circulent tous les jours autour de la planète et que seulement 3 à 4% correspondent à des échanges de vrais biens ou des échanges de services. Pierre, vous dites effectivement qu'on a une révolution de l'âme à faire. Alors oui, certainement. Il y a aussi une organisation de la société, c'est-à-dire qu'il y a quand même les deux. Et là, on va toucher évidemment aux politiques. Alors je sais que tous les deux, avec Jean-Marie, vous avez un point commun, vous n'êtes pas exactement des hommes de conflit. Et pourtant, je veux dire que cette écologie-là, c'est aussi un combat. Donc comment on arrive à mêler tout cela, Jean-Marie ? Parce que justement, on est en quête de sens, d'où le titre d'ailleurs aussi de votre livre, « Le monde a-t-il un sens ?» Là, on parle à la fois du monde, mais on rejoint maintenant les individus qui nous écoutent et qui se disent « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, au moins localement ?» Nous sommes, Pierre et moi, très proches parce que nous ne considérons pas que pour faire avancer nos idées, il faut a priori agonir tout ce qui nous entoure et qui ne pense pas comme nous. Par contre, nous avons des convictions et les convictions, on peut et on doit les affirmer avec, disons, autorité, pour prendre le terme latin auctoritas. C'est ce qui nous rapproche beaucoup. Tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas attaquer les paysans. Bien sûr que non. Moi, je vis avec la proximité des paysans que vous connaissez bien. Au bout de votre jardin, vous n'avez pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. On est dans leur territoire, dans leur champ. Mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup, je le dis, c'est que je vois beaucoup de paysans malades. Et je vois proliférer ces pathologies que les paysans n'avaient pas autrefois. Autrefois, on disait « Ah, les paysans sont en bonne santé parce qu'ils sont à l'air et qu'ils sont dans la nature ». On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Hein, tu es d'accord, Pierre ? Ah non, mais absolument. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Ni forcément les riverains qui sont autour des grandes cultures. Non, mais voilà. Et nous devons montrer qu'il y a d'autres pistes qui sont fondées, non pas, puisqu'on parle des paysans, sur des cides, je tue les insecticides, les herbes, etc. Je tue mon papa, je suis un parricide. Les champignons, oui. Voilà, mais sur une coopération. C'est ça l'idée fondamentale. Et l'autre idée, c'est que cette coopération, elle est inscrite dans la nature depuis le début. Et cette démonstration n'avait pas été faite, je crois. Et pour tout cela, c'est ce que vous faites depuis des années, il faut créer aussi un autre imaginaire qui est en train de se créer. On parle très souvent d'initiatives et elles ne viennent pas du tout des États, elles viennent de la société civile. Et ça, c'est très enthousiasmant. Pierre Rabhi. Oui, absolument. C'est-à-dire que la politique, d'une façon générale, on a l'impression qu'elle fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle de société qui, à l'évidence, est agonisant et en train de mourir, quoi. Donc cet acharnement thérapeutique ne va pas aboutir à une guérison. Il n'aboutira à rien d'autre parce que le processus, même des politiques de belle conscience qui sont submergés par un principe qui les dépasse. Et par le court terme en plus. Et ensuite, le court terme, la réponse qu'il faut donner doit être dans l'urgence, etc. Par contre, ce que je constate, et c'est ce qui me maintient en quelque sorte dans une certaine espérance, c'est que je suis devenu homme public, conférencier, je circule partout, je ne l'ai pas cherché, c'est comme ça, ça s'inscrit dans mon destin, comme chacun peut le remarquer sur sa propre destinée.
Et dans ces périples, en quelque sorte, intéressants, c'est que je constate qu'il y a énormément d'initiatives, d'innovations, où la société civile, disons, renonce au parrainage, en quelque sorte, d'un système. Parce qu'elle sait que ce parrainage n'aboutira pas à la sauver, donc elle se désiste de ce parrainage pour imaginer un futur sur la base d'un certain réalisme très très intéressant, qui est celui de répondre objectivement d'inventer des solutions qui vont finalement permettre de vivre. Cependant, il faut faire attention. Il y a énormément d'innovations, mais je dis aux gens, vous pouvez manger bio et recycler votre eau et exploiter votre prochain. C'est absolument pas... Il faut faire attention que les alternatives ne se limitent pas à modifier une organisation sociale, puisque les problèmes que nous avons sont dus à nous-mêmes. Croire que simplement parce qu'on va faire de l'agroécologie, qu'on va faire le monde va changer, je n'y crois absolument pas. Parce qu'il y a un élément qui est tout le temps relégué par une espèce de pudeur ou je ne sais quoi, c'est celui de prendre la problématique humaine comme une problématique rationnelle. C'est-à-dire qu'on tombe très souvent dans le bien, le mal, le moral, l'immoral. Oui. Non, c'est objectivement, l'être humain, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça, il a peur, il est jaloux, il veut... il est territorial aussi. Tout le monde n'est pas parfait comme moi, je veux dire. Non. Donc je suis plein de compassion pour ceux qui essayent quand même de s'améliorer, quoi. Voilà. Donc on a objectivement ces tares, ces défauts qui empoisonnent notre existence et qui font que nous avons du mal à exister. Ce qui veut dire qu'il y a le paramètre humain doit être pris vraiment comme une réalité extrêmement objective. Et est-ce qu'on peut imaginer un comportement humain qui puisse être justement évacuer ce qui nous fait dériver et nous installe dans le malheur et dans le drame pour arriver à un être humain apaisé? Parce que je peux aller parfaitement manifester contre ceci, contre cela, et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui vivent autour de moi. Disons, la posture sociale protestataire n'est pas la garantie que je suis un être humain viable et vivable avec les autres. Donc toutes ces questions-là, je n'en fais pas de la morale, j'en fais du réalisme. Ouais. Et à partir du moment où on part sur ce réalisme, il est impossible de l'éluder. L'autre chose que je tiens à dire, c'est qu'il est impossible d'imaginer un avenir quelconque si on ne prend pas la puissance de la modération, ne remplace pas la croissance économique par la puissance, je répète, la puissance de la modération. C'est-à-dire la modération, non pas vue comme serrer la ceinture, mais pour se libérer. Parce que nous sommes complètement aliénés par la matière. C'est pour ça que vous n'avez pas de cravate symboliquement, parce que pour vous, c'est un nœud coulant autour du cou. J'ai pris cette conscience au moment où je travaillais à la banque. Tous les matins, je mettais ma cravate, et en mettant ma cravate, j'avais l'impression que je mettais un nœud coulant. Et du coup, ça a été un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ornement qui est censé, en fait, me donner une apparence élégante et qui, en même temps, m'étrangle? Donc ces choses-là paraissent anodines, mais elles ne le sont pas. Parce qu'attention, ce qui est très important, c'est ce qui est dans le subliminal, dans les représentations symboliques, il y a des vérités absolument extraordinaires. Quand on dit compression de personnel, quand on dit dégraissage, c'est appliqué à l'humain, mais c'est épouvantable. Et pourtant, la sémantique n'est jamais revisitée, c'est-à-dire observée très objectivement sur ce qu'elle essaye de traduire en termes objectifs et subjectifs. Et c'est malheureusement la subjectivité qui détermine le monde, c'est pas l'objectivité. Ouais. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, avec Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, donc toute cette heure. Et vous le savez, donc chaque semaine, eh bien, il y a des thèmes différents. La semaine dernière, c'était la Réunion. Là, et voici Lana Del Rey, une Américaine qui a été nourrie avec très peu d'OGM, on l'a vérifié. CO2, mon amour, Denis Chessou. Jean-Marie, moi je reviens aussi donc avec ce titre, Le monde a-t-il un sens? Est-ce que l'humain est une espèce d'apothéose ou bien c'est une combinaison, on va dire, parmi d'autres? Est-ce que c'est le résultat du hasard, de la nécessité chez Ramono, des contingences, vous voyez? Parce que pour un scientifique, il va vous dire, bah non, il n'y a pas forcément de sens dans l'univers, quoi. Donc quelle est un peu votre réflexion? Dans la culture scientifique, biologique en particulier, contemporaine, on n'aime pas qu'il y ait un sens, même pas qu'il y ait une direction. On pense que nous sommes effectivement le fruit du hasard et des contingences.
Dans un ouvrage que nous avons fait il y a 3 ans, il y avait 6 scientifiques et tous les 4 Français ont dit le monde s'est fait tout seul. Et il y avait notre ami Trinh Xuan Tuan, l'astrophysicien franco-vietnamio-américain, puisqu'il travaille en Virginie, et moi-même, qui avons dit le monde ne s'est pas fait tout seul. Et c'était très étonnant parce que Trinh est bouddhiste. Il disait il y a eu un principe créateur. Et il y voyait une preuve dans le fait que toutes les constantes de l'univers, la constante de gravité, la vitesse de la lumière, etc., étaient telles que l'homme pouvait arriver. Et si une constante était un tout petit peu différente, toute l'évolution n'aurait pas eu lieu comme elle a eu lieu. Donc c'était son argumentaire. Et je rejoins cette argumentation. Je crois que, en effet, nous sommes le fruit d'une grande aventure. Alors, selon qu'on soit croyant ou pas croyant, on trouve en précisant que vous flinguez le créationnisme, hein, je le rappelle, hein, Jean-Marie. Oui, tout à fait, absolument, complètement. C'est pas du tout votre école. Je ne suis pas du tout créationniste. Ah non, pas. Mais je pense que ce qu'a dit Pierre est très important. Quand l'écolo rentre à la maison, il ne faut pas qu'il agonise tout son environnement. Bah oui. Ça, c'est vrai. Et c'est pourquoi, souvent, j'évoque la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Et ça commence par l'éducation. Et il n'y a pas d'éducation dans ce sens-là. On n'apprend pas à nos enfants comment il faut s'y prendre pour ne pas harceler son petit camarade. Et Gandhi était très sensible à cette question et avait dit l'éducation, c'est la tête, c'est-à-dire l'intellect, le savoir, c'est les mains, c'est-à-dire l'éducation manuelle, mais l'esprit et le cœur, il n'y a rien. Et Théodore Monod me disait, Jean-Marie, est-ce que vous trouvez que ça marche, le aimez-vous les uns les autres? Je dis, ça marche un petit peu. Oui, j'aime bien Pierre et je t'aime bien. Ça marche pas fort. Parce que, disait Monod, on n'essaye pas pour de bon. Oui. C'est une très belle expression. Je trouve qu'il avait tout à fait raison. Bon, on n'a pas encore trouvé le mode d'emploi, on l'a bien compris. Je pense qu'effectivement, une certaine écologie, pas toute, mais une certaine écologie entraîne une démission d'esprit. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se mettent à tenir des propos, ils divaguent là même où nous aurions besoin d'être éclairés. Alors, vous fustigez la voie de la privation, de l'austérité, de l'ascétisme. Vous savez ce qu'on va dire? Pascal Bruckner, c'est un hédoniste, un jouisseur qui ne pense qu'à son propre confort égoïste et ne veut pas changer son mode de vie. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Ah bon, vous avouez. Mais je crois que nous sommes 63 millions de Français à raisonner de cette façon. Je m'étonne simplement de voir que les écologistes dans leur ensemble raisonnent un peu comme les marchés, comme les chefs d'État. Et que leur mot d'ordre consiste à nous dire aujourd'hui, serrez-vous la ceinture. Les gars, c'est fini, la fête industrielle est terminée. Par conséquent, maintenant, nous devons rentrer dans une ère de privation, d'austérité. Au fond, est-ce que la revendication écologiste ne serait pas un moyen pour le patronat et pour les marchés d'imposer au peuple un serrage de vis ? Pierre Rabhi, qu'est-ce que vous pouvez répondre à de doux défenseurs de l'environnement, comme par exemple Pascal Bruckner, qui vous disent en gros, bon, sauver la Terre, d'accord, je le comprends très bien, mais c'est aussi punitif pour l'homme, ça va être de la récession pour tous. Je réduis sa pensée, hein, je suis bien d'accord. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a eu des charges extrêmement aussi importantes sur l'écologie qui ne sont pas associées au progrès, si toutefois, évidemment, il faudrait définir ce mot-là. Que peut-on dire sur les gens qui vous disent « Oui, c'est très gentil l'agroécologie, mais vous êtes bien sympa, vous êtes un gourou, Pierre Rabhi, vous allez nous renvoyer plus ou moins à la bougie. Surtout, ne contredisez pas la marche du monde. » quoi. Oui. Non, la première chose qu'il faut dire, ce que disait ma grand-mère, « Tourne-toi comme tu voudras, tu auras toujours le dos derrière. » Ah, c'est joli. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas suggérer à tout le monde. Je pense qu'il y a d'abord l'écologie, ça devrait être finalement le cadre important et général dans lequel nous vivons. On a fait de l'écologie comme un principe séparé. Je suis très reconnaissant à l'écologie politique, mais au moins de rendre présente cette problématique dans la politique, mais d'une façon générale et logique, l'écologie concerne absolument tout le monde. Ça devrait être dilué déjà partout. Non, mais c'est le fondement même. Oui, c'est le fondement même de notre existence. Nous n'existons que par ces fondements-là. On ne vit pas hors sol. Et ces fondements-là sont considérés en fait comme subsidiaires. Et je suis désolé, mais l'écologie, ça concerne tout le monde. Et ça devrait être enseigné dès tout petit, parce qu'elle concerne le principe de la vie.
Et alors, Jean-Marie, peut-être question aussi donc à tous les deux. Parfois, on rencontre des gens qui vous disent, écoutez, l'écologie, ce sera intéressant si ça devient rentable ou bien si ça nous évite d'avoir des coûts trop importants parce qu'on va anticiper, on va dire, des catastrophes. Voilà. D'autres personnes vous disent, effectivement, c'est le retour à la bougie. Alors, de moins en moins, quand même, de moins en moins, ça évolue. Mais dans l'esprit des gens, c'est quand même ça. C'est ce que disait très bien Pierre, c'est-à-dire que c'est à côté de la vie alors que ce sont les fondations de la vie. Quels arguments vous avez, vous, Jean-Marie, par rapport à ça ? Nous finirons par être les serviteurs de nos serveurs. Voilà. C'est joli. Mais c'est ça. Alors, est-ce que l'écologie va ruiner la question qui te pose l'économie ? Je ne pense pas du tout. Je pense vraiment que l'économie et l'écologie commencent par oikos, tous les deux, c'est-à-dire la maison. Je pense qu'il y aura toujours la science et le savoir concernant la maison, c'est-à-dire nos relations avec notre maison qui est notre milieu, et que ça supposera une activité, mais une activité, j'emprunte le terme que Pierre aime bien, une activité intelligente, où il y aura une partie personnelle dans la gestion de cet environnement, et dans cet environnement, il y a évidemment la nature. Et je répète, je suis très frappé que les jeunes, avec leurs engins, voient la nature, mais sur écran. Ils aiment la nature, mais ils la voient sur écran. Je pense à ce directeur de jardin botanique qui avait numérisé toutes les plantes du jardin et qui m'a dit, au bout de 2 ans, parce que je l'avais vu 2 ans plus tard, je crois que j'ai fait une erreur, parce que les gens arrivent au jardin, prennent leur engin, regardent la plante et ne vont pas la voir. Et c'est très grave. Et nous devons le dire, Pierre, ça. Toute cette évolution est très grave. Le Ghana dépense maintenant 100 millions de dollars par an pour importer du riz de pays comme les États-Unis. La suppression des subventions à l'agriculture locale s'est donc accompagnée de la suppression des barrières douanières. Cette économie de marché, dans sa forme la plus pure, est une sorte de darwinisme économique. La sélection naturelle passe par la survie du plus fort. On a demandé au Ghana d'orienter sa production sur 2 matières premières d'exportation, l'or et le cacao, et de laisser tomber le reste. Simple variation sur un thème remontant à l'ère coloniale. Alors, peut-être pour terminer, nous sommes à un carrefour, on le sait depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que soit on continue sur ce même rythme complètement effréné, et on sait que globalement nos sociétés ne vont pas tenir, en rappelant que c'est quand même en gros 1,5 milliard d'individus sur Terre occidentaux, mais c'est en train de galoper aussi, qui détiennent une grande partie des richesses dans le monde, 70 à 80%. Et on sait que l'homme n'est pas forcément très bon sur le partage. Alors, ça va être quoi le carrefour de demain ? Parce que là, c'est intéressant. Et une fois de plus, moi, je reviens sur les gens qui se disent je ne peux pas porter toute la misère du monde, mais en revanche, je peux essayer de faire des choses, que je suis quelqu'un de bonne volonté et j'ai aussi envie de coopérer. D'abord, je reviendrai sur le terme richesse. Ce qu'on appelle richesse, on dit l'Afrique est pauvre. Mais non, l'Afrique est immensément riche. Donc il faut aussi reconsidérer ce qu'on entend par richesse. Parce que si on reste uniquement attaché à ce qu'il y a une parité financière, on est à côté. Et si on s'en tient à ne considérer comme richesse que ce qui est représenté par le lucre, on est à côté de la plaque. L'Afrique est très riche. L'Afrique devrait en quelque sorte être dans la surabondance. Pourquoi n'est-elle pas sur la surabondance alors qu'elle a toutes les matières que l'on veut ? Il y a derrière tout ça des consciences tragiques, c'est-à-dire de ces gens qui accumulent et qui spolient et qui finalement spolient leur propre peuple. Ils sont validés par un peuple dont ils sont les parasites, en quelque sorte. Donc les peuples maintenant désignent leurs propres parasites au lieu de désigner les individus qui vont au contraire les prendre déontologiquement en charge. Et chaque fois qu'il y a un chef d'État, moi j'ai connu Thomas Sankara, j'ai beaucoup aimé cet homme, parce qu'il avait le souci de son peuple, réellement. Au Burkina, il m'avait même chargé de transposer l'agroécologie sur tout le pays comme politique nationale, ce qui était extraordinaire pour moi, et il a été assassiné. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'homme contre l'humain est absolument dans une forme de tragédie innommable, quoi. Je veux dire innommable. Donc attention, la richesse, c'est pas que le fric. La richesse, c'est aussi les biens que nous possédons. Et donc soyons logiques, soit on est dans le registre
de l'économie pure et dure dans laquelle tous les paramètres sont inclus dans une logique de la logique, soit on dit nous sommes dans la logique de la vie. Et la logique de la vie, on fait des tas de choses gratuitement qui ne sont pas dans le produit national brut, qui n'en sont pas moins importantes. La terre est notre source de vie. Pour celui qui sait la cultiver, il n'y a rien de plus important. C'est l'usine des pauvres. Le seul moyen de produire. Pourquoi je dis l'usine? Parce que si tu plantes une graine de melon, elle te donnera 3 ou 4 fruits. À partir d'une tige, plein d'autres pousseront. En fait, l'usine des pauvres, c'est une expression d'autrefois que j'ai gardée. Un mot, Pierre Rabhi, sur cette merveille qu'est la graine, qu'elle soit de blé ou d'autre chose, et qui possède toute la vie en elle. Oui, j'incite beaucoup à méditer sur cette extraordinaire puissance qui est dans une graine insignifiante. Prenez une graine, vous la mettez sur votre paume et vous méditez dessus. Il y a de quoi nourrir l'humanité dedans. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité absolue par la puissance de la vue et de la démultiplication. C'est absolument extraordinaire. Alors pourquoi y a-t-il la faim dans le monde, etc. Donc ce qui veut dire qu'il y a un décalage, disons, entre ce que a généré l'esprit humain en tant que vision, on revient encore à ça, par rapport à la réalité qui nous offre absolument tout. Voilà. C'est pour ça qu'on est dans une situation, je dis souvent aux amis, j'ai envie de donner ma démission, mais je ne sais pas à qui la donner. Parce que nous sommes dans un registre duquel on ne peut pas démissionner. Je ne vois pas comment on peut démissionner de cela. C'est pour ça qu'on continue. Voilà. Alors parfois je me dis, si j'avais un patron qui me vire, je serais bien content. mais il se trouve que je n'ai pas de patron, donc voilà, je suis tenu d'aller jusqu'au bout. Eh bien, un grand merci à vous deux. Donc Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, Le monde a-t-il un sens chez Fayard. Au revoir Pierre Rabhi. Au revoir Denis. Au revoir Jean-Marie. Au revoir Denis, au revoir à tous. Voilà. Et puis un grand merci aussi à Michel Gassic qui a assuré donc cette prise de son avec Pelt et Rabhi. Merci à Arnaud Caillé et Ludovic Asselot à la technique, à Stéphane Combe, notre assistant, à Christophe Imbert qui a colorisé tout ça. Vous avez bien compris, plein de talent donc ce garçon. Thierry Dupin a choisi les disques, Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour, et il y a aussi d'ailleurs son site qui est personnel qui est très très intéressant aussi dessus. Donc n'hésitez pas à franceinter.fr, CO2 Mon Amour. Je sais qu'il y a déjà pas mal de messages donc, qui sont arrivés. Donc, continuez, possibilité de réécouter, de faire réécouter à d'autres personnes. Bah ouais, on n'est pas forcément disponible pour écouter l'émission entre 14h et 15h. Donc, ça s'appelle le podcast en bon français. Et puis, l'actu du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54. La semaine prochaine, ce sera Un Monde en Marche. Donc, encore une émission différente. On aime bien. On applique le principe de la diversité. Vous le savez dans cette émission. On partira en Norvège, on ira dans le Limousin. Nous trouverons aussi l'univers de Yannick Jolin sur notre route et d'autres choses qui ne sont pas encore calés. Je vous souhaite un excellent week-end. Vivre avec les bêtes, ce sera demain à Alain Bougrain-Dubourg à 15h.